Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Je vous accueille pour le 4e volet de la saga Sagarmatha. Je l'ai intitulé « Refus de tout dialogue ». Vous aurez compris, j'ai fabriqué ma demeure familiale qui s'appelle Sagarmatha, le mont Everest en népalais, déesse mère des montagnes, mère du monde. C'est là que mes enfants sont nés, c'est là qu'ils ont grandi et passé les premiers 10 ans de leur vie. Et c'est vrai que j'ai construit un des plus beaux objets de Verbier, car j'avais le terrain depuis 10 ans. J'ai exploité au maximum ce que je pouvais construire sur le terrain en question, tout en respectant le règlement de construction, je m'empresse de le dire. Et suite à la saga que vous avez peut-être déjà observée sur les vidéos précédentes, je vous engage à les regarder, je me retrouve dans une situation où la banque BCV, par sa filiale Piguet Galland, me prend tous mes biens, me vole mon patrimoine, me vole mes actifs. C'est une volonté qui est managériale, c'est une stratégie qui privilégie le profit et le profit. C'est la culture d'entreprise de la BCV, c'est la culture d'entreprise de Piguet Galland. Et les intérêts financiers sont rois, j'en suis aujourd'hui la victime. Je ne peux pas m'abriter derrière le cadre légal, car le cadre légal ne sert que les intérêts financiers. Ça fait l'objet déjà de quelques vidéos que je viens de faire récemment. Aujourd'hui, je suis dans la situation suivante. Nos amis de Piguet Galland ont engagé une procédure visant donc à mettre aux enchères le chalet pour retrouver capital et intérêt. Ils ne sont pas prêts à dialoguer avec moi et ils se contentent de suivre le code de procédure, le cadre légal, et moi je respecte le cadre légal tant est que je pense que nos règles nous donnent nos libertés et permettent à une démocratie comme la Suisse d'exister. C'est ce que nous avons reçu comme héritage de nos ancêtres, et c'est au centre de toutes mes préoccupations aujourd'hui. C'est pour ça que je vais proposer des amendements constitutionnels dans un livre que j'ai écrit après y avoir beaucoup pensé sur les 2 dernières années, que vous retrouverez gratuitement sur mon site internet dans les jours, au maximum semaines qui viennent. Donc, pendant toute cette période, à partir du moment où je rappelle, j'avais 3,8 millions d'hypothèques sur un bien qui a été estimé à plus de 27, donc très raisonnable, une situation tout à fait saine. J'ai décidé de changer de mode de vie en partant dans un véhicule, un camion d'habitation, comme on l'appelle, avec mes enfants pour faire le homeschooling, pour visiter le monde et avoir la possibilité de changer complètement de mode de vie. Je rencontre la famille royale qui veulent acheter le chalet. La banque Piguet Galland leur fait par mon intermédiaire une hypothèque de 20 millions, donc je passe de 3,8 à 20 millions d'hypothèques. Là-dessus, toutes sortes de frais viennent se greffer, que ce soit la rénovation du chalet, les 2 millions que j'ai investis avec la famille royale pour prendre 20% de la holding d'York, titre que je n'ai bien sûr jamais reçu. Quand j'ai essayé de retrouver cet investissement, la banque ne m'a fait aucune proposition, ne m'a donné aucune aide, alors que ça venait en théorie en diminution de l'hypothèque. Enfin, j'aurais voulu assainir la situation, mais non. La banque a choisi de suivre les conseils de l'étude Borel-Barbet à Genève, qui a engagé une procédure qui permet de, aujourd'hui, mettre le chalet aux enchères pour retrouver la valeur de leur crédit et des intérêts. Donc, ils ont enfreint, c'est une vente cachée, ils ont enfreint une loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les étrangers, ils ont enfreint toutes les règles directives de la FINMA, Autorité de surveillance en Suisse des transactions financières, ils ont
par rapport au surendettement. Donc, ils m'ont volontairement surendetté en pensant que la famille royale allait pouvoir acheter le bien, mais ça n'a pas été possible du fait que les dérogations à la loi fédérale sur l'acquisition des immeubles par les étrangers, la demande de dérogation a été refusée par les conseillers du Conseil fédéral à Berne. Donc, Pigalle-Gallon, qui est apparemment coutumière du fait, a continué sa procédure sur les conseils externes de leurs avocats, qui, évidemment, ont pour modèle de faire durer les procédures, parce que les honoraires d'avocats sont payés en fonction de la durée de la procédure. Et il est clair que pour une étude comme Barbet-Borel, avoir la 5e plus grande banque de Suisse comme client, c'est une assurance que l'on sera payé. Donc, trouver une solution aux conflits, aux différends, essayer d'accompagner le client dans son projet de vie pour revenir à une situation saine, alors que j'étais arrivé avec une situation ultra saine, c'est évident, n'est pas du tout la priorité de l'étude. Elle préfère couvrir des dérogations, donc des actions illégales par rapport à la loi suisse, par rapport à toutes les conventions de prêt, mettant un simple citoyen, une famille comme la mienne dans une situation de surendettement flagrante, et plutôt que de proposer des solutions pour éviter de devoir étaler ça au public, non, on met une procédure de mise aux enchères. Elle sera active demain dans la feuille d'avis officielle, mais il est évident que comme j'ai déjà averti les administrateurs, les exécutifs de la banque, j'ai l'avantage des blancs, comme on dit aux échecs, parce que moi je ne suis pas le code de procédure, j'ai un code d'honneur. Mais le code de procédure, c'est quelque chose qui m'est étranger. Et de toute façon, quand on voit cette sacro-sainte Bible qui doit faire dans les 600 pages, ça ne sert évidemment qu'à défendre des intérêts financiers, parce que suivant les articles qu'on utilise, on peut faire au code de procédure absolument tout et son contraire. C'est comme le cadre légal, c'est comme les constitutions qui sont passées de 10-15 pages à plus de 300 pages aujourd'hui et qui contiennent des articles. La constitution suisse vous explique ce que doivent faire les camionneurs, les cinéastes, les aubergistes, les restaurateurs. Mais une constitution ne noie pas les principes fondamentaux les valeurs fondamentales que des êtres humains ont choisi d'observer pour avoir une vie harmonieuse les uns avec les autres en échangeant des connaissances, des biens et des services. Non, de nos jours, les constitutions et les cadres légaux, comme je le dis, vous permettent de faire tout et son contraire et ne défendent que les intérêts financiers. Donc, dans cet état d'esprit, pour la banque, l'essentiel, c'est d'éviter les erreurs majeures. Je parle des exécutifs et des administrateurs. Donc, ils se couvrent derrière leurs conseillers pour mettre en place les malpractices, les actions illégales dont ils sont responsables et qui font partie de leur culture d'entreprise. Aujourd'hui, depuis 2 ans, j'essaye de négocier. Mais c'est une folie. Je me suis déplacé à Genève. J'ai perdu des dizaines d'heures en déplacement à essayer de les contacter. Et j'arrive à Genève pour rencontrer Olivier Callou, le top boss de la banque, avec Michel Huyette, CEO. Il m'envoie son assistant. Je suis dans les locaux de la banque. Je me suis déplacé. Il m'envoie son assistante, et son assistante arrive toute gênée, me dit, vous comprenez, dans la banque, il y a beaucoup de travail en ce moment, Olivier Callou, M. Callou ne peut pas vous recevoir. Puis, vous savez, elle a ce body language, elle ne me regarde pas dans les yeux, elle me ment, c'est évident. Mais comment est-ce qu'on peut travailler pour un boss qui demande à son assistante d'aller mentir à un client pour qu'elle puisse recevoir son salaire en fin de mois? Comme me le disait un de mes amis, « Small lies means nothing, but they will cost you everything. » À savoir, les petits mensonges ne veulent pas dire grand-chose, mais ils vous coûteront tout, parce que vous cassez la confiance. Mais mon Dieu, devoir travailler dans ces conditions, c'est une horreur. Moi, à titre personnel, j'ai choisi, voilà bien des années, de ne jamais mentir.
Et comme le dit Stanislas Berton dans ses livres, dans des émissions sur YouTube qui sont disponibles, il dit on peut prendre des décisions dans une vie. Et ces décisions, c'est par exemple le mensonge ne passera pas par moi. Et, croyez-moi ou non, j'ai décidé que le mensonge ne passerait pas par ma bouche, par mon cerveau. C'est non. Je veux pouvoir regarder mes enfants en face et leur communiquer des valeurs saines qui permettent à l'espèce collaborative que nous sommes de travailler les uns avec les autres, dans l'harmonie. Je ne mens jamais. Je me tromperai dans des tas de domaines, je ne suis qu'un être humain, mais je ne vous mentirai jamais. Je vous dirai ce que j'ai dans les tripes, dans le cœur, et c'est comme ça que je peux me regarder dans la glace le matin quand je me lève. Donc, Pigalle a poursuivi sa procédure sur les conseils avisés, je vous laisse juger, de l'étude Barbet-Borel. Ce qui veut dire qu'ils effectuent une saisie du chalet et ils vont le mettre aux enchères. Ce sera dans la feuille d'avis officielle demain. Et comme je viens de le dire, j'ai l'avantage des blancs, comme on dit aux échecs. Donc je serai toujours 1 ou 2 coups en avance sur eux. Parce que quand on suit le code de procédure, ça rend les gens très prévisibles. Donc, je vous l'annonce, vente aux enchères de Sagarmatha pour le 17 avril. Qui est une hérésie. Ils auront terminé de me voler ma vie, mes actifs, ma famille, mon fils, ma femme, ma fille, que j'ai perdue. Et terminé, au niveau humain, le dégât ne peut pas être plus total. Mais j'ai appris à l'accepter. C'est la Suisse d'aujourd'hui, c'est le monde dans lequel je vis. J'ai appris à l'accepter, j'ai appris à vivre avec. Et c'est comme ça. Mais je me lève tous les matins en étant fier des valeurs internes à moi, dont je suis l'exemple et que je veux transmettre aux générations futures. C'est comme ça. Donc, dans le cadre de cette procédure de mise aux enchères, il faut faire une valorisation du bien Sagarmatha, donc de mon domicile, de l'endroit où je suis censé vivre, où j'ai vécu avec mes enfants depuis leur naissance pendant 10 ou 12 ans. Il se trouve que, pour vivre, j'ai dû vendre les places de parc. Parce que, oui, je loue un tout petit studio, je mange du boudin, de la saucisse et des salades de choux de façon régulière, à tel point que, même en Angleterre, certains de mes amis, ils font la salade à la Pascal. Ce sont une salade de choux très sain. Le chou cru coupé finement, c'est super sain, c'est bon, c'est anticancérigène, ça a des tas de vertus, c'est fabuleux, très riche en vitamine C, bien entendu, c'est fabuleux. Je me nourris de ça depuis bientôt 2 ans. Et ça ne me dérange pas, ça me permet de rester bien fit, d'être en forme, voilà. Et la valorisation du chalet, sans les places de parc, ou plutôt avec une seule place de parc pour un chalet à 22 lits, ça diminue méchamment la valeur. Mais j'ai eu besoin de cet argent pour manger, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, ou plutôt de pain et de beurre sur la table, comme on dit. Et en plus, j'ai été obligé de signer un contrat de location pour les 10 prochaines années, et qui était encore effectif pour en tout cas 8 ans et demi, voire 9 ans. Donc, soyons quand même clairs, qui va vouloir acheter un chalet qui sera disponible dans 9 ans et qui n'a aucune place de parc et qui, évidemment, du fait de la densité qui est dictée par le règlement de construction, l'acheteur ne pourra jamais construire de place de parc ailleurs, car c'est un quartier qui est entièrement construit. Donc ça veut dire que qui voudra acheter un chalet dans un endroit où ça monte, ça descend, ça s'appelle la montagne, parce que ça monte, parce que ça descend, et qui ne pourra pas se parquer à moins de 500 mètres de là, transportant ses bagages tous les week-ends et autres. Donc, ça ne va pas le faire. Le chalet a été estimé à 5,7 millions en valeur vénale. Il se trouve que la procédure initiée par la banque ne joue pas vraiment aujourd'hui en leur faveur. Et j'y suis pour rien. Et quand j'ai expliqué ça à mon ami, à l'administrateur Philippe Seligman, il ne pouvait pas comprendre que je n'ai pas gardé mainmise, contrôle des places de parc. Eh ben non, Philippe.
Je n'ai pas gardé le contrôle, j'ai dû les vendre parce qu'il fallait me nourrir, il fallait me mettre un toit sur la tête. C'est comme ça. Donc je n'ai aucun contrôle. Je n'ai aucun contrôle. J'ai dû louer pour les 10 prochaines années parce que j'avais besoin de manger, d'aussi d'entretenir un peu le chalet, de payer certaines charges. Là, je ne peux même pas le louer en ce moment. À titre perso, eux ne peuvent même pas le louer parce qu'ils se font saisir tout argent qui va venir de la location. Donc, nous sommes menottés, c'est fini, c'est du capital qui dort. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, comme je dis, la dernière valorisation est à 5,7 millions. Quand je me suis déplacé à Genève, je voulais voir Olivier Callou, Michel Huyette, pourquoi pas Clyde Walter, le monsieur qui dirige le département légal et compliance de la banque, pour leur proposer un acheteur qui est d'accord de payer 20% de plus que la valorisation que eux ont demandé à des top professionnels de l'immobilier. Les gars qui ont fait la valorisation, j'ai vu le document, c'est du style 25 pages qui détaille tout. Enfin, c'est des super professionnels, ils travaillent pour l'État. C'est une folie. Donc, les gars sont tellement, entre guillemets, honnêtes qu'ils sont d'accord de proposer un prix d'achat à plus 25% de la valeur vénale. Mais la banque, dans sa logique financière de profit, ne veut même pas en parler. Et quand je vois l'administrateur Philippe Seligman, c'est un homme que j'aime énormément. Oui, parce que c'est un gars qui a des valeurs humaines, il ne se prend pas la tête, c'est un gars dur. Attention, c'est pas n'importe qui. Il est superbe, il a des valeurs, il doit être un père merveilleux pour ses enfants, j'en suis convaincu. Comme moi, j'essaye de l'être pour les miens. Oui, mais dans son métier, il défend des valeurs qui sont purement financières. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'interne ce que ça doit être comme dichotomie, parce que d'un côté, on éduque dans des valeurs humanistes, puis de l'autre côté, on défend des intérêts qui sont purement financiers. Waouh, ça doit créer des tensions à l'interne qui doivent être quand même assez méchantes. Et à titre d'exemple, il me dit, moi Pascal, ma voiture, elle a 350 000 km, je ne change pas de voiture, je suis contre la consommation et c'est merveilleux. Et je lui dis, la mienne, elle en a 460 000, je ne change pas de voiture non plus, nous sommes dans le même état d'esprit. C'est louable. Je connais peu de gens qui conduisent des voitures de 450 000 km aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans une logique de consommation. On veut montrer au monde qu'on est capable de consommer. Moi, non. Monsieur Seligman, non plus. Et c'est merveilleux. Bref. Il ne peut pas comprendre que je n'ai pas gardé le contrôle des places de parc. C'est une évidence. Le fait est que le bien est estimé à 4,7 millions et il me dit « Mais nous sommes à la banque dans une situation sereine car nous avons comme clients les gens qui ne sont pas les plus pauvres de la planète et qui seront tout contents de racheter le bien. » Donc, ça paraît fou, mais rendez-vous compte, ils viennent de détruire le capital d'un client et ils n'ont pas pris leur leçon. Et ils vont recommencer avec un autre client en lui disant « Ah, mais fais une bonne affaire, prends ce chalet à 14 millions qui en vaut 5,7 d'après les expertises des meilleurs professionnels de l'immobilier aujourd'hui. Tu ne pourras pas entrer dans le chalet pendant les 9 prochaines années, tu ne pourras pas le vendre pendant les 9 prochaines années. De toute façon, comme il n'y a qu'une seule place de parc, je ne dirais pas qu'il ne vaut plus rien, mais il vaut plus grand-chose, hein. Parce que s'il n'y a pas de place de parc, vous avez qu'à vous référer à la vidéo que vous avez en 360, vous verrez le parking. Superbe comme c'est fait. Oui, mais ça n'est plus disponible pour le chalet. Et pas par ma volonté, par besoin de manger. Enfin bref. Et il va aller vers un de ses clients pour lui dire « Fais une bonne affaire ». Mais quel est le client qui pourrait accepter, s'il est conscient du dossier, une arnaque comme celle-là? Mais ils n'ont pas pris leur leçon. Ça n'est pas important. Seule la logique financière va primer.
Non mais, puis ensuite il me dit, mais bon, ben, ma foi, si on doit le garder à notre nom, eh bien, on ne s'inquiète pas. Les cadres de la BCV et de Piguet-Galland seront tout contents d'aller skier un peu plus souvent à Verbier. Non mais, je tombe des nues. Je rappelle que la BCV appartient à 67% à l'État suisse, au canton de Vaud. Donc, les cadres de BCV et de Piguet-Galland vont aller skier à Verbier aux frais du contribuable. Non mais, on croit rêver. C'est complètement fou de raisonner de cette façon. C'est complètement insensé. Et puis attendez, ils sont en train de nettoyer le dossier. Ils nettoient le dossier. Pourquoi? Parce que j'apprends il y a quelques jours, mais rendez-vous compte que c'est un mouvement qui date du 6 février. J'ai eu le courrier il y a 3 jours seulement. Apparemment, la banque s'est débarrassée de la caution solidaire que la famille royale a pour protéger la valeur de l'hypothèque. La famille royale a versé 520 000 francs, un peu plus d'un demi-million, pour se débarrasser de la caution solidaire. Alors, je n'ai pas encore reçu confirmation, car mes hommes de loi, mes conseillers, n'ont pas encore véritablement avalisé le mouvement. Mais en attendant, il semblerait que la caution solidaire des royaux ait été éliminée par le simple versement à la banque d'un demi-million de francs. Je vous rappelle qu'une caution solidaire, ça vaut force de jugement du tribunal fédéral. Le prince Andrew s'est déplacé avec son jet à Sion, parce que ça ne pouvait même pas signer à Genève, ça doit être signé en Valais, et on s'est réunis à l'aéroport de Sion dans un salon privatif avec maître Ribordi, avocat et tout, pour signer cette caution solidaire. Et je rappelle, dans une caution solidaire, il y a 3 parties, c'est tripartite. Il y a la banque, bien entendu, il y a moi en tant que porteur du contrat d'hypothèque, et il y a le cautionneur. Eh bien, ils ne m'ont même pas consulté. Donc, ça vous montre à quel point notre cadre légal est parti complètement à l'ouest. C'est n'importe quoi. Donc, ça veut dire que je ne bénéficie même plus d'une caution solidaire que de toute façon, la banque n'a jamais activée. Parce que il est évidemment beaucoup plus facile de voler les actifs d'un bon citoyen suisse que de se mettre à mal avec rien moins que la famille royale d'Angleterre. C'est une évidence. On ne va pas risquer ce genre de choses. Enfin, c'est complètement hallucinant. Et j'aimerais terminer sur une note un peu plus positive. Je regardais il y a quelques jours, Piguet-Galland fait maintenant quelques publicités. Et vous allez la regarder maintenant. Ah! Oh! Donc après la brûlure, il faut mettre de la farine sur la zone enflammée, comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu de sa totalité, elle met en avant qu'on accompagne le client dans son projet de vie, on lui fournit la sérénité nécessaire, et puis le monsieur qui s'embardoufle de farine pour une brûlure, moi je me suis bien brûlé, et je vais vous dire que je me suis bien fait rouler dans la farine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous prends à témoin de la différence entre le discours marketing et la réalité des faits. Si vous êtes client d'une de ces 2 banques, mais mon Dieu, vous êtes en danger de mort. Parce que s'ils peuvent utiliser le cadre légal contre vous, ils n'hésiteront pas un instant à le faire, à l'image de l'histoire de ma vie
ces quelques 5-7 dernières années. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de cette planète. Peace out.